Bonjour et bienvenue dans cet entretien sur France 24. Je suis Iris Maklen à Jérusalem. En cette période de grands bouleversements au Moyen-Orient, avec des milices islamistes qui parcourent l'Irak et la Syrie, nous sommes avec le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Monsieur le Premier ministre, merci de nous accueillir dans votre bureau. Merci. Allons directement en Irak. Tout le monde a été choqué par ces milices sunnites extrémistes qui traversent l'Irak pour rejoindre leurs alliés en Syrie. Alors, ces milices sont-elles en train de changer la carte du Moyen-Orient ? Mais bien sûr, les accords Sykes-Picot, les accords qui ont façonné les frontières il y a une centaine d'années, n'existent plus, elles sont effondrées. Et maintenant, les frontières sont redessinées. Malheureusement, il y a des militantismes islamistes des deux côtés, du côté sunnite et chiite, qui se combattent. Je crois qu'il y a un danger que ces militantismes se déversent dans notre région aussi. Il faut prendre toutes les précautions. Et alors, quelles sont les implications pour Israël ? Mais bien sûr, il y en a déjà. Nous avons ce militantisme et les fruits du terrorisme qui se trouvent véritablement à nos portes. On le voit dans le Golan, on le voit à Gaza, et on vient de le voir dans l'enlèvement par le Hamas en Cisjordanie. Donc ça nous attaque de tous les côtés, et on les repousse. Il est important pour le monde entier de les repousser. Et je ne pense pas que l'on puisse résoudre la bataille entre les sunnites et les chiites, parce que cette bagarre est là depuis des siècles. Mais on peut éviter soit de conquérir de nouveaux territoires, et deuxièmement, et beaucoup plus important, il faut éviter qu'ils aient des armes de destruction massive. Un côté ou l'autre. Aucun côté ne devrait avoir d'armement chimique, et ça a été fait avec succès en Syrie, ou des armes nucléaires. Et c'est, je crois, la plus grande tâche de s'assurer que les militants chiites dirigés par l'Iran n'aient pas accès à l'armement nucléaire. C'est la question principale sur laquelle il faut travailler pour éviter un âge de terrorisme. Autre question. En ce moment, nous assistons peut-être à des alliances contre nature où Téhéran, Damas et Washington pourraient momentanément s'allier contre les milices de l'EIL. Qui est le plus dangereux à votre avis ? Écoutez, je pense que le camp chiite militant dirigé par l'Iran est un ennemi des États-Unis et que l'autre camp dirigé par l'EIL est ennemi des États-Unis et de l'Europe et de la France et de tout le monde. Et quand les ennemis se combattent, mon dogme, c'est qu'il faut en fait affaiblir les deux côtés. Et il faut y réfléchir à Washington. La chose la plus importante, toutefois, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est qu'on ne veut pas qu'un seul de ces côtés, l'un ou l'autre, ait un armement nucléaire. Parce qu'à ce moment-là, le monde va changer pour toujours. Et je crois que c'est le véritable danger auquel on doit faire face pour l'instant. C'est que l'Iran, à l'ombre de ce qui se produit actuellement dans la région, en Irak, serait en quelque sorte récompensé avec un accord qui lui donnerait la possibilité de faire des armes nucléaires en quelques semaines ou en quelques mois. Ça serait un désastre pour l'Occident et pour le monde. Et pour les Arabes aussi. C'est probablement une situation avec des intérêts à court terme. Tout le monde espérant pour l'instant la défaite de ces milices sunnites qui traversent l'Irak pour allier leurs forces avec la Syrie. Écoutez, il faut s'assurer que l'EIL ne conquiert pas l'Irak. Et on veut s'assurer également que l'Iran ne conquiert pas l'Irak, comme ça a été fait en Syrie et au Liban. Et il est possible de mettre au point des stratégies pour ce faire, sans donner les clés à l'Iran. Ça n'a aucun sens. Mais comme je l'ai dit précédemment, la grande question, et je la soulève parce qu'elle est débattue en ce moment même, alors qu'on en parle maintenant, c'est ne pas dépasser les frontières classiques sans vraiment s'en rendre compte, en raison des besoins tactiques du moment. Sur le sujet de l'Irak, de donner à l'Iran le pouvoir de changer le monde et des armements nucléaires dans la main des ayatollahs, ça serait une erreur horrible. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Une question au sujet de la Jordanie, votre voisin situé entre vous et l'Irak. Selon des informations publiées aux États-Unis ce week-end,
Le roi est très inquiet et il pourrait demander de l'assistance à Israël s'il y avait une attaque de l'EIL. Est-ce qu'Israël viendrait à son secours? Je crois que la communauté internationale doit soutenir la Jordanie parce que c'est un État arabe, modéré, stable, en paix avec Israël, en paix avec le reste du monde. Mais je crois que l'armée jordanienne est forte. Vous savez, la Jordanie est beaucoup plus forte que les gens ne le croient. Et je crois, enfin moi j'espère qu'ils pourront se défendre. Mais s'ils vous demandent votre aide? Bien, comme je l'ai dit précédemment, nous devons tous faire ce que nous pouvons pour renforcer la Jordanie. Et nous avons des accords de sécurité avec la Jordanie, comme ce pays-là avec beaucoup d'autres pays. Notre intérêt commun est de nous assurer que ce régime modéré et stable pourra se défendre. Je crois qu'il le peut, mais il ne pourra pas le faire si toute la région est sous l'emprise, pas tellement par l'EIL, vous savez, je crois qu'on peut s'occuper de l'EIL, mais par des forces soutenues par l'Iran et sous le bouclier atomique de l'Iran, ça serait terrible. Je suis désolé, je reviens tout le temps. Non, je suis pas désolé de revenir là-dessus, parce que ça, c'est vraiment le problème. Vous avez dit que l'on pourrait s'occuper assez facilement de l'EIL. À quoi pensez-vous? Je dis simplement que l'EIL n'a pas d'armement. Il a des mortiers et des mitrailleuses et d'autres armes. Ils sont prises à l'armée irakienne. Oui, d'accord. Mais ils peuvent tuer, disons, des dizaines de personnes en même temps, ou des centaines de personnes à la fois. S'ils avaient des armes chimiques, ils pourraient en tuer des milliers à la fois. Mais si chacun de ces côtés, ou aucun de ces côtés, avait, avec ses alliés, avec des armements nucléaires, ils pourraient en tuer des millions à la fois. Il faut garder ça à l'esprit. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes du Moyen-Orient. C'est une région instable. Et vous savez, tout ça, on a mis un couvercle là-dessus pendant des centaines d'années grâce, disons, à cause du gouvernement colonial et puis après par les Sykes-Picot, les accords Sykes-Picot. Mais maintenant que le bouchon a sauté, le couvercle a sauté, toutes ces choses, il y a une résurgence, mouvement contre mouvement, pays contre pays, secte contre secte, religion contre religion. On ne peut pas contrôler ça. Il faut s'assurer que aucun de ces côtés combattants n'a les moyens de tuer des millions de gens. Ça serait une tragédie. Et c'est là-dessus que je me concentre. Avoir un bon accord et pas un mauvais accord. Un bon accord, ça veut dire démembrer les capacités nucléaires de l'Iran et les enlever de là-bas. Comme ça a été fait dans le cas de la Syrie. Comme ça n'a pas été fait dans le cas de la Corée du Nord. En Corée du Nord, en fait, on a fait exactement ce qui est proposé pour l'instant. C'est-à-dire, ils ont gardé la capacité et ils se sont reposés sur les inspections. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ils ont des centaines d'armes nucléaires en Corée du Nord. Ça ne devrait pas se passer ici. Parlons maintenant d'un sujet qui est plus du ressort d'Israël, les relations d'Israël avec les Palestiniens. Martin Indyk, l'ancien émissaire américain au Moyen-Orient, a démissionné ce week-end. Les Américains sont peut-être en train de boucler leurs valises et de rentrer chez eux. N'est-ce pas ce qu'Israël devrait faire maintenant, comme vous le demandent certains membres de votre coalition? Écoutez, je l'ai dit, je suis en faveur de la reprise du processus de paix. On fera tout ce qu'il faut pour le faire. Vous savez, ça a été possible jusqu'à ce que le président Abbas a fait ce pacte avec le Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste, désignée comme telle par les États-Unis et l'Europe. Il a enlevé 3 adolescents israéliens. Le Hamas appelle à la destruction d'Israël. C'est très important de savoir ça. Donc maintenant, Abbas doit choisir ou alors un pacte avec le Hamas ou la paix avec Israël. Moi, j'espère qu'il va mettre un terme à ce pacte avec le Hamas et va revenir à la table de négociation. Mais les négociations ont échoué avant l'alliance avec le Hamas. Oui, elles ont échoué parce que le président Abbas n'était pas prêt à parler des compromis que les Palestiniens, le côté palestinien devrait faire dans ces négociations. Tout le monde parle des compromis faits par les Israéliens, mais personne en Israël ne donnera du territoire aux Palestiniens sans savoir ce qui se passera de l'autre côté. Est-ce que vous allez faire un État qui va continuer une guerre sans fin avec Israël? Est-ce que vous allez demander à inonder Israël avec les descendants des réfugiés palestiniens? Est-ce que vous allez dire qu'il n'y a pas de droit à un État juif? Toutes ces questions seront sur la table des négociations. Mais exactement. Et nous étions prêts, nous sommes toujours prêts à reprendre ces négociations. Et je pense qu'il doit y avoir un engagement du côté du président Abbas, au lieu d'ouvrir les bras au Hamas. Mais écoutez, c'est vraiment la cause extrémiste, il doit choisir. J'espère qu'il va faire le bon choix. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'il peut faire un pacte avec le Hamas et parler de paix avec Israël? Moi, je lui ai posé cette question et je l'encourage à prendre la bonne décision. Parce que
que tout le monde veut la paix. Les problèmes entre Israël et les Palestiniens sont complexes, mais je crois qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. Pourquoi ne les avez-vous pas résolus? Mais parce que le côté palestinien doit surmonter la question clé du conflit. Êtes-vous prêt à reconnaître le droit du peuple juif à avoir un État? Et quelles que soient ses limites, parce que c'est ça le problème. Ça peut être résolu. C'est pas des frontières qui ne peuvent pas être résolues. Nous, on veut savoir seulement une chose. Moi, je suis prêt à avoir une paix avec les Palestiniens. Vous allez avoir votre État, nous allons avoir notre État. Et nous n'avons aucune réclamation l'un envers l'autre. Ne conservez pas ce rêve de détruire Israël, parce qu'il faut éduquer votre population, votre peuple. C'est fini. Pas plus de guerre, pas plus de sang versé. La paix. S'il vous plaît, éduquez vos enfants, éduquez vos gens en vision de la paix. Et à ce moment-là, oui, et dites, je suis prêt à reconnaître un État juif. Moi, je suis prêt à dire devant mes électeurs, moi, je suis prêt à avoir un État palestinien. Vous, mais peut-être pas vos partenaires des colonies. Mais je demande ça, exactement, maintenant. Et je demande aux Palestiniens ce que je me demande à moi. La paix commence par les dirigeants. Ça doit passer par les gens. Il faut éduquer le peuple. Mais en Israël, tout le monde veut la paix. Certains sont désespérés de ne pas voir la paix, parce qu'on a vu que les territoires que nous avons donnés aux Palestiniens, comme à Gaza, n'étaient pas utilisés pour la paix. Il a été utilisé pour lancer des roquettes, des milliers de roquettes sur nos têtes. Et c'est pour ça qu'on demande aux Palestiniens de nous donner leur engagement. C'est le prix d'entrée aux négociations. Donnez-nous un engagement que vous allez reconnaître l'État d'Israël comme l'État du peuple juif. Une fois pour toutes, et d'avoir une paix générale. Je suis prêt à faire ce genre d'accord avec les Palestiniens. J'espère que le président Abbas va vouloir faire cet accord aussi avec moi. Et voilà, on aura un futur, un avenir pour nos enfants. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Merci de nous avoir regardés et suivez-nous sur france24.com.